j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. D'accord. Et ensuite, quand je fais ta première partie 2 ans plus tard, ou 2 ans et demi plus tard, genre c'est le 28 décembre, et la première question sur scène, c'est est-ce que je suis le cadeau de Noël de quelqu'un ? Il y a plein de gens qui répondent oui. Ouais. C'est quoi d'être le cadeau de Noël de quelqu'un ? Bah, c'est une revanche du chinois. C'est-à-dire que les gens, ils aiment bien offrir ce que fabriquent les Nouaches. être à la base, c'est bien. Et du coup, là maintenant, c'est vrai, ils viennent voir quelqu'un. Ils viennent voir le chinois qui fabrique. Putain, c'est ouf quand même d'être la première, d'être le cadeau de Noël de quelqu'un, et c'est ouf d'être à l'européen 4-5 fois par semaine, etc. Enfin, ça fait combien de temps toi que t'en fais ? Ça fait 10 ans. 10 ans. Presque 11 ans, ouais, 11 ans. 10-11 ans, et là maintenant t'es à l'européen et tu fais et tu t'éclates quoi, enfin ça se voit que tu t'éclates quoi. Bah ça se voit on s'éclate, puis ça se voit aussi, tu sais quand Cannes a fait ses casinos de Paris aussi, et on se rend compte en fait que tu vois, en 10 ans, lui faisait une première partie quand je jouais à Pigalle dans un espèce de bar à putes qui s'appelait le Moloko, on se connaissait même pas à l'époque. Dans un espèce de bar à putes. Vraiment, le stand-up français. Ouais, de fou. Bah, tu sais, à l'époque, bien sûr, on joue un peu, ouais. On joue un peu. Exactement. Et ouais, quoi. Et tu sais, on s'est dit, ouais, putain, tu sais, on a succeed, entre guillemets, achievement. Tu vois, c'est coché. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'on a fait 2 stations en 10 piges. 2 stations en 10 piges, c'est exactement ça. Mais c'est le temps, hein. C'est le temps de passage normal, entre guillemets, en stand-upper. Hein. Oui, ouais, c'est le temps normal en stand-upper, ou c'est le temps normal de mec qui fraude. Parce que franchement, ouais, on serait passé par au-dessus, on serait allé beaucoup, beaucoup plus vite, quoi. Bah écoute, après, moi, je suis partisan de prendre son temps, entre guillemets, pour le stand-up, mais avec un côté, du coup, parce que là, tu parles de Kian qui est au Casino de Paris. Il est au Casino de Paris dans l'idée aussi de capter son spectacle pour plus tard. Et là, on vient de discuter un petit peu avant. Et toi, tu expliques que toi, par contre, t'es pas trop dans la volonté de capter parce que tu veux que ton spectacle reste un moment et tu veux pas qu'il y ait d'images de ton spectacle vraiment, quoi. Bah en fait, tu sais, toutes les images qui sont vraiment, tu sais, c'est des images que je laisse à l'univers, en fait. Ok. Voilà, tu vois, ça existe sur le net, ça sera prolongé comme ça. Mais tu vois, le problème de quand tu fixes quelque chose, les gens vont garder cette image-là de toi, alors que toi, tu continues d'évoluer, tu vois. C'est vrai. Et j'ai pas envie, tu vois, tu sais, même si je suis fier de ce que j'étais il y a 4 ans, ou il y a 2 ans, etc. et tout, j'ai envie de continuer d'être beaucoup plus fier de ce que je suis à ce moment-là. Une volonté d'amélioration quotidienne. Ouais. C'est important. Et est-ce que justement, bah là, c'est un débat peut-être sans fin, mais est-ce que c'est pas Internet qui a figé les gens dans des positions et qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation de gens qui se regardent un peu en chien de faïence, de moi je bougerai pas, toi tu bougeras pas, et ce côté de c'est inscrit, et Internet inscrit les gens un peu trop dans ce qu'ils sont et les empêche d'évoluer peut-être. Enfin, est-ce que c'est ta peur à toi en tout cas ? Bah tu vois, c'est quand tu vois ce qui s'est passé avec l'affaire Ménel, que des tweets lancés il y a 2 piges lui reviennent à la gueule comme ça. Sans que tu puisses accepter le fait que c'est plus la même, tu vois, sans que et que tu acceptes le fait aussi que la plèbe, tu sais, cette twittosphère là, juste une poignée de gens qui balancent un avis, qui derrière sont repris par d'autres médias, sont repris par d'autres, etc. et tout, puissent niquer une life. C'est chaud en fait. Niquer une life, c'est le mot. Tu peux niquer une vie pour 2 tweets que t'as fait il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai que c'est important. Réfléchissez avant de tweeter. C'est le message. Non, c'est vrai. Genre après, tu vois, justement, ça revient avec un truc que j'avais noté sur 2-3 trucs que j'ai vu de toi pour préparer le podcast, c'est que tu dis à la fois je calcule rien. Ouais. Et à la fois, tu dis que tu as eu une enfance où tes parents t'ont dit regarde et fais comme eux. Ouais. Et est-ce que le stand-up pour toi, du coup, ça a été cet exutoire de te libérer de regarde et fais comme eux à je deviens ce que je veux et je calcule rien ? Est-ce que c'est le stand-up qui t'a ouvert ça, ou est-ce qu'il y a une contradiction parce qu'il y a une espèce de contradiction entre ce qu'on t'a dit dans ton enfance et ce que tu as envie de faire là maintenant, c'est-à-dire faire ce que tu veux, quoi. Mais en fait, c'est la contradiction qu'on a tous en chacun de nous, tu sais, c'est le prédéterminisme. T'es déterminé par tes rangs, t'es déterminé par ton enfance, parce que tu vis au quotidien sans même t'en rendre compte. Et tu sais, on a tous une part de nous qui est dans le déni de certaines choses, de pas accepter aussi tu sais qu'on est mauvais,
Ouais, l'humain est mauvais à la base. Et parce qu'on avait Jason qui pensait que l'humain était bon à la base, mais tu penses qu'à la base, quand même, il y a un petit fond qui va pas, quoi. Ouais. Ouais. Et ça vient parce que le prédéterminisme, c'est un sujet, moi, qui me passionne beaucoup et avec qui j'en parle beaucoup avec notamment mon frère, mais c'est vrai que c'est peut-être le nouveau vrai combat, en fait, de notre société aujourd'hui, c'est de se libérer du prédéterminisme pour pouvoir évoluer comme on veut, quoi. Alors, est-ce qu'il faut se libérer du prédéterminisme ou est-ce qu'il faut accepter le fait que tu peux mettre un nouvel univers, en fait, des nouvelles bases. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, le capitalisme, c'est acquis. C'est acquis comme quoi c'est le système. Il est comme ça. La croissance. Pourquoi est-ce que à chaque fois on nous parle de croissance, on parle d'acquérir plus, et pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas un système où on dit ouais mais non, vas-y. Le capitaliste, c'est Eric Cohen, il s'appelait, je crois, c'est un livre que j'avais lu il y a longtemps qui s'appelait 3 bases sur la révolution industrielle ou un truc comme ça, enfin, je sais plus quoi, en fait, qui partait du principe le capitalisme n'était plus une partie de l'histoire, mais était devenu l'histoire avec un grand H, en fait, et qu'on ne pourra plus sortir du système capitalistique aujourd'hui parce que en fait, c'était devenu une partie de ce qu'est l'humanité, en fait. Tu vois, moi je suis en train d'y réfléchir là, sur mon deuxième spectacle. Ouais. De pourquoi il y a tout ça. Et je pense qu'il faudrait que l'humain accepte qu'il est un animal comme les autres et que en tant qu'animal comme les autres, il a besoin de proie, il a besoin de domination pour exister, mais il a besoin aussi d'accepter qu'il fait partie d'un groupe. Et donc tu vois, ce système de capitalisme là, c'est juste, la domination. C'est te dire que t'as plus que l'autre, t'es mieux que l'autre, ou tu appartiens à l'autre, quoi. Et la base de réflexion que tu es en train d'avoir, il me semble que c'est la base de réflexion que vous avez eue. Je sais pas si tu as fait partie du projet initial, mais en tout cas tu as été dans le projet de ouf. C'est la réflexion du film Problemos un petit peu. Genre qu'en fait on est dans une configuration hippie un petit peu, et puis en fait à partir du moment où il faut choisir un chef, c'est le moment où en fait on retrouve la vraie nature de l'homme, c'est-à-dire il faut créer une hiérarchie, il faut virer les brebis galeux, il faut... c'est exactement ça, en fait. C'est que en fait, il faut pas choisir un chef. L'homme a besoin d'avoir un chef. Même dans une relation de couple. Je pense que tu as vu le nouveau spectacle de Chris Rock. Ouais, bien sûr. Où il te parle de domination et de dominer, etc. Et tout. Il n'y aura jamais d'égalité. À un moment, il y aura toujours une domination. Et de propriété aussi. Tu sais, les gens se définissent comme je suis son copain ou c'est ma copine, tu vois. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, en fait, ont des fêlures et les consacrent à une autre personne. Et en fait, ces deux personnes deviennent une seule et même personne, entre guillemets, et ils oublient, en fait, de devenir... Enfin, effectivement, tu as besoin de quelqu'un d'autre aujourd'hui pour avancer, quoi. Ouais. C'est vrai. Parce que toi, t'as poussé, d'ailleurs, ça a été un des moments où je t'avais vu il y a longtemps, t'as poussé un coup de gueule contre la démocratie, justement, parce que tu disais, on peut pas choisir un chef. Mais c'est le concept de nos démocraties occidentales, de choisir des chefs. Que ce soit nous qui les choisissons. Non, parce que le concept de la vraie démocratie, c'est de se dire qu'on demande l'avis de tout le monde, et que tout le monde a le même, tout le monde le donne, en fait. Et oui, tu vois, le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire que chacun puisse donner son avis et que ce soit égal. Mais chacun à échelle mondiale ou à échelle nationale? Parce que c'est même ça le problème, c'est que est-ce que l'échelle nationale, c'est encore un truc qui est intéressant? Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, mais en même temps, pourquoi est-ce que moi, qui habite dans le Loir-et-Cher, je donnerais mon avis sur l'indépendance des Corses? C'est étonnant. Parce que je connais pas les tenants, les aboutissants du Quetru. Je sais pas vraiment quelle est la répercussion économique de se dire que eux ils bougent là-bas, les trucs fiscaux, etc. et tout. Et c'est exactement ce qui se passe aussi à l'échelle juste européenne. On se rend pas compte aujourd'hui que l'Europe c'est un idéal qui ne marchera pas.
Alors ça, justement, je t'avais entendu parler parce que c'est dans ta fameuse... Enfin, dans le moment où tu dis la démocratie, c'est par la mon cul, et tu parles du fait que... Enfin, d'ailleurs, c'est très marrant parce que tu parles de la Chine et tu dis on peut pas avoir de démocratie en Chine parce que le temps de compter les votes, c'est déjà la nouvelle élection. Ouais. Et qu'en plus, comme il n'y a plus l'enfant unique, on est déjà peut-être plus de 5 milliards et on le sait pas. Enfin bref, c'est très marrant. Mais du coup, tu parles de l'Europe. Et justement, tu dis que l'Europe, c'est un idéal qui ne marchera jamais. Mais est-ce que c'est pas un idéal que, quand on l'a pas, en tout cas, même s'il marchera peut-être pas, mais en tout cas, quand on n'a pas cette idée d'idéal, bah, on prépare des guerres en fait en Europe à chaque fois. Dire que quand on n'a pas cette envie de créer un idéal qui sera peut-être inatteignable, mais si on perd cette envie de créer un idéal, est-ce qu'on crée pas... Enfin, tu vois, il y a plusieurs grands... J'ai lu pas mal de géopoliticiens en ce moment parce que c'est un truc qui me fait un peu peur en ce moment. Enfin, j'essaie de calmer mes névroses en lisant des gens qui me font encore plus peur. C'est un peu bizarre. Non, t'as raison. Mais en fait, ils expliquent que géopolitiquement, en fait, à chaque fois que l'Europe a changé de braquet, entre guillemets, on a créé des grands moments d'incertitude et des grands moments très très difficiles dans le monde, quoi. Oui, mais parce que l'Europe reste un grand endroit central de tout ça, parce que l'Europe, c'est la source des problèmes. Tu penses ? Tu regardes l'histoire. Ouais, c'est toujours à cause des Européens qui voulaient dominer, avoir plus de pays, plus de terres, avoir plus de... Ouais, je sais ce que tu veux dire. Plus de marchés qui sont allés là. Donc, viens, si on disait que l'idéal, ce serait de faire un États-Unis du monde. Ouais, c'est possible. Enfin, ça serait, ouais. Parce qu'en fait, tu sais, la création de l'Europe, ça c'était juste économiquement de se faire un États-Unis. Oui, bah c'était de la recherche. Ouais, c'est la recherche. Mais après, on se focus beaucoup sur Europe, États-Unis. Justement, ça c'est un autre truc dont je voulais parler avec toi, mais on a quand même clairement aujourd'hui, et je pense qu'il y a une espèce d'omerta et de déni dans les médias et dans tout ce qui se dit, c'est qu'il y a un glissement aussi de l'influence et du centre du monde qui passe aujourd'hui clairement de l'Occident à l'Orient en fait aussi. Genre on se rend pas compte parce que nous on est dans le déni de tout ça, mais la vérité c'est que les prochaines années c'est en Orient que ça va se passer quoi. C'est en Orient et en Amérique du Sud. Il y a beaucoup de modèles qui sont en train de naître là-bas qui sont nets et qui sont peut-être même, je préfère peut-être même dire, qui ont survécu. Ouais. Parce que, ouais, ça te fait pas ça, moi, à chaque fois que je vois aux infos des gens qui disent, ouais, on a trouvé une nouvelle civilisation, on va vous montrer des images, etc., des gens qu'on n'avait jamais découverts, t'as pas envie de dire à ces gens aux infos, mais laissez-les, n'allez pas les voir, genre, vous allez niquer. De ouf. Allez niquer. Mais on aime niquer ailleurs. C'est, tu vois, c'est la base de l'humain en fait, de se dire que putain, on est un animal, garde ton territoire. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Va pas aller chercher ailleurs, on est déjà yam là. Tu vois, moi je suis en train de réfléchir à me dire, mais putain, tout le monde nous parle de dette mondiale, même nous, la France elle est endettée, etc. On doit l'argent à qui? C'est drôle ça. Mais... C'est vrai que tout le monde est endetté en fait. Bah ouais, tout le monde est endetté, mais tu crois qu'on la doit à qui? T'as commencé à réfléchir? Je sais, on va dire les reptiliens, on va dire. Ça fait 2 épisodes de suite, on parle de complotisme, est-ce que c'est pas ça la vérité? Non, mais c'est vrai, mais je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que je m'étais jamais posé la question dans ce sens-là, mais effectivement, à qui ça on doit? Ouais, vas-y, dis-moi juste un nom. Moi je vais le voir et je lui dis viens, t'es assez riche. Frère, vas-y, on oublie. Ah putain, c'est vrai que vu comme ça, c'est chelou. Ouais. Les dettes, c'est vrai que c'est un système pyramidal. En fait, c'est Madoff peut-être qui tient tout ça. Madoff, il est chez lui, il est en prison, il trafique du chocolat. Non, mais t'as raison. Je sais pas si j'ai raison, c'est juste une question. Non, t'as raison de te poser cette question, quoi. C'est hyper intéressant de se demander à qui on doit toutes ces dettes, etc. C'est vrai que c'est très étonnant. C'est très étonnant. En tout cas, du coup, tu parles du coup de prédéterminisme et d'envie d'être de s'émanciper de tout ça et d'être une personne. Et justement, moi, il y a un grand sujet que j'ai jamais abordé dans ce podcast, et pourtant c'est un sujet qui m'intéresse énormément, c'est l'improvisation. D'accord. Parce que je sais que toi, tu viens de cette discipline. Je sais que tu connais Alain Deglois, moi qui est quelqu'un que je connais pas personnellement, mais qui... j'ai lu et vu tout ce qu'il a plus ou moins fait parce que je le trouve passionnant et forcément. Si tu veux, je te passerai le contact. Franchement, ça serait très très bien que avec tu l'interviewes. Avec grand plaisir, mais en tout cas, voilà, quelqu'un de passionnant et quelqu'un, par exemple, qui a dit des phrases du type être à l'écoute de l'autre, c'est pouvoir être avec lui, ou l'improvisation, c'est de dire à l'autre ton univers m'intéresse, ton univers est riche et je n'ai pas. Et ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué quand je les ai lues, vues, entendues il y a longtemps et qui me nourrissent même aujourd'hui dans le stand-up, même si l'impro c'est pas vraiment mon truc.
Est-ce que tu crois que l'impro, ça t'a apporté aussi cette façon de penser que t'as aujourd'hui ? Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être de plus en plus répandu, entre guillemets ? Alors on va commencer par la Vas-y, fin. bien sûr. Oui. Voilà, Oui. ça c'est la fin. Tu vois, Melja et Alain ont créé une association qui essaie de faire en sorte que l'impro devienne une matière obligatoire au collège. Ça serait ouf. Ça serait la base. Ça serait remettre sur un pied d'égalité. À une époque où c'est la jungle alors qu'on n'aurait pas le droit normalement, ça serait dire à tout le monde en fait, écoutez-vous et vous allez voir que l'espace de 2 heures, vous êtes vous êtes tous des personnes qui peuvent parler, quoi. Vous êtes les mêmes personnes qui peuvent parler et vous êtes aussi, entre guillemets, même s'il y a le prédéterminisme, on peut avoir les mêmes chances. On peut avoir les mêmes chances, en fait. Parce que c'est tellement facile quand personne ne te reconnaît, tout le monde te crache dessus parce que t'es mal habillé, parce que t'as pas de gens A, ou parce que t'en as beaucoup, ou que t'es un fils d'eux. Et de se dire, vas-y, on peut aller vers le même endroit. Tu parles de ça parce que, genre, moi, tous les peu de politiques qui m'ont inspiré récemment, et parmi eux, le premier et quasiment le seul, c'est Barack Obama, moi, dont j'ai vu tous ces discours, tous ces choses comme ça. Une des bases de ces combats, c'est de donner. Il dit, je veux pas l'égalité générale, je veux l'égalité des opportunités et l'égalité des chances au départ. Et après, une fois qu'on a ça, après les gens, chacun sa vie. Mais entre guillemets, il faut juste. Et l'impro aussi amène ce côté de, ok, on met tout ça au pied d'égalité et après on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe, ouais. Ouais, c'est intéressant. En plus, avec cette culture de dire oui, etc., qui est forcément aussi positive dans un monde aujourd'hui qui. Accepter ce que dit l'autre et pas. Je crois que c'est ça une des bases de l'impro, quoi. C'est accepter ce que va te dire l'autre, quoi. Et ne pas être pas être dans le conflit, mais dans la construction. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, toi, si Twitter est aussi puissant, c'est parce que on a tous une part de nous qui est dans le conflit. Ouais, je sais ce que tu veux et dire. On veut faire oui, mais. Oui, mais. Non. Oui, mais c'est pire qu'un non. Ouais, c'est de fou. Je préfère quelqu'un qui me dit non que quelqu'un qui me dit oui, mais. Parce que dans l'impro, il y a aussi la base de l'écoute active. Ouais. Toi, tu t'es intéressé un peu à ça. Enfin, parce que moi, c'est l'écoute active, qui explique qu'en fait, c'est-à-dire ce côté de. Pas couper la parole, accepter ce que dit l'autre, se mettre en situation d'empathie et faire en sorte que l'autre ne se sente pas... Parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte, et toi, je sais que tu te rends compte dans le sens où j'ai déjà entendu des passages de toi ou des choses comme ça, où en fait, c'est dans le regard de l'autre que tu apprends le plus, en fait, et que si quelqu'un te regarde avec condescendance ou quelqu'un... C'est ça qui fait le plus mal, en fait, je crois. Et du coup, ça aussi, l'impro et les performances qu'on essaie de faire, nous... Enfin, un stand-upper qui regarde quelqu'un avec condescendance, il sera jamais vraiment drôle. Non, il sait pas, il sera vraiment... Si, il peut être drôle. Drôle, oui, t'as raison. Je me suis enflammé. Ouais. Il sera pas... peut-être pas aimé comme je me suis enflammé, comme tu peux aimer, ouais. Parce que y en a qui regardent avec condescendance, et on l'a tous regardé à un moment, une personne dans le public avec condescendance, parce qu'elle te dire, mais putain, qu'est-ce que tu fais là? T'as raison. Et ton premier moment d'impro, tu t'en souviens du coup, le moment où tu découvres ça? Alors je me souviens plus de ce que j'ai dit, mais je me souviens que c'était une improvisation physique. Ok. Où je me suis rendu compte que j'avais un corps aussi. Ok. Parce que tu sais, quand t'es ado, t'es tout le temps dans ta tête, et tu crées des problèmes dans ta tête, tu crées des histoires, tu crées des trucs, et ton corps change, et t'as du mal à accepter. Ouais, en fait, tu vois. T'étais comment ado, toi? J'étais là, j'ai ce corps là. De ouf. J'ai tellement pas changé. Et en général, non, mais dans ta tête, je veux dire, t'étais plutôt timide, plutôt groupe de potes, plutôt. Enfin, je sais pas du tout comment. J'étais le gars marrant, mais tu sais, petit. Tu vois, tu dis la vanne, tu sais, juste au mec qui est à tes côtés de toi, ou etc. et tout. Et aujourd'hui, de se dire que tu peux être entre guillemets un leader, c'est ça l'impro. Parce que tu sais que quelle que soit ton idée, l'autre va te suivre et va construire dans le truc. Et c'est très agréable ça comme idée à exporter à l'échelle mondiale, enfin à l'échelle des gens. C'est hyper agréable de se dire, si je propose un truc, la première réflexion de l'autre, ça va être de vouloir m'aider. Ça serait un monde de fou, ça, si ça existait. Ce serait tellement plus simple, en fait. Oui. Ça serait tellement plus simple. C'est exactement ça.
Bah écoute, on va voir, hein. T'abordes plusieurs choses toi dans ton stand-up en tout cas, et ça c'est enfin, par exemple, je t'entends parler moi du harcèlement de rue et de la façon dont les hommes traitent les femmes dans les choses comme ça avant tout ce qui s'est passé récemment. C'est un sujet qui t'a marqué très tôt, ou c'est un sujet que t'as trouvé drôle et tu t'es dit, enfin drôle, exploitable stand-up au niveau stand-up, ou tu t'es dit faut que j'en parle parce que c'est un sujet qui te tenait à cœur particulièrement? C'est un sujet qui me tient à cœur particulièrement. Tu sais, j'ai dans mon histoire personnelle, j'ai rencontré plusieurs femmes qui sont fait violer. Ok. Autant quand elles étaient enfants ou même tu sais dans leur vie d'adulte. Et je pense que et moi ça me je vais pas dire que ça me terrifie, ça me révolte de voir que la justice ne se rend même pas compte que violer c'est peut-être pire que tuer. Elle se rend pas compte, tu crois, ou ouais. Bah, quand tu vois les peines, quand tu vois la différence. Ouais. Et ça, Ok. et du coup, toi, t'es parti de là et tu t'es dit, faut que je trouve un moyen d'aborder ça sur scène parce que c'est limite un moment, quand tu l'abordes dans ton spectacle, c'est un moment où on sent que tu t'autorises de pas forcément faire de vanne limite à ce moment-là, quoi. Ça rebondit sur une vanne à la fin pour réveiller le public, mais c'est plus un moment d'ailleurs où t'es, je crois, assis par terre, enfin, ça dépend des fois, mais où t'as vraiment un moment où t'en parles, quoi. C'est un moment d'honnêteté, quoi. Bah, c'est autant un moment d'honnêteté qu'un moment de setup, tu vois. Tu sais, j'ai pas de mise en scène. Ouais. Je suis instinctif, etc. Ouais. Et tout. Mais je sais que quand tu sais, je me suis rendu compte là récemment que j'avais tendance à m'asseoir ou à m'allonger ou à me poser lorsque je posais une situation. C'est autant, tu sais, je sais pas si c'est ce langage corporel là de se dire, ben voilà, vas-y, là les infos que vous allez prendre là, prenez-les bien parce que ça va arriver derrière. Il faut vraiment que vous compreniez la situation pour que derrière c'est plus ça puisse mitraillé, quoi. Ouais. Ok. Et bah, quand tu parles de Paris, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concepts modernes qui sont dans les actualités, etc., qui sont dans nos têtes à nous en tant qu'on sait que c'est un sujet, mais on sait pas ce que ça veut dire en fait. Et par exemple, je sais qu'il y a un truc, enfin, par exemple, aujourd'hui, quand on parle des migrants, des réfugiés, des choses comme ça, je sais que tes parents étaient réfugiés politiques. Et en fait, si tu veux, moi, quand je dois avouer, hein, j'ai 28 ans, je m'intéresse un peu à ce qui se passe dans le monde pour essayer d'être ouvert de ça. Et quand on me dit le problème des migrants, quand je lis ça sur Facebook ou quand je regarde un truc et que je vois les problèmes des migrants, bah, c'est un problème très abstrait pour moi. Tu vois, genre j'ai l'impression que je sais que on m'a dit que c'était un problème, mais je sais pas ce que c'est et je sais pas. Enfin, je sais, je suis pas non plus complètement teubé, mais on garde ça dans de l'abstrait, quoi. Et du coup, est-ce que peut-être notre travail, c'est pas aussi de débroussailler ça et de donner du sentiment, parce qu'en fait, on a des mots, mais on n'a pas de sentiment vis-à-vis de ça. On sait pas ce que c'est. Toi, tes parents ayant vécu ça, etc. Est-ce que t'es particulièrement déjà ça te touche ou pas ce sujet-là, tu vois, genre ça t'es la première génération. Enfin, tes parents, ouais, je suis la deuxième génération, quoi. Tu vois, il y a tu sais, en fait, au tout début, quand je t'ai dit l'Europe, c'est le nid des problèmes. C'est lorsqu'on aura accepté de se dire que c'est parce qu'il y a des colonies, parce qu'on a merdé, etc. et tout, qu'aujourd'hui il y a des migrants. C'est, si on n'a pas créé des problèmes ailleurs, les problèmes ne viendraient pas ici, en fait. Tu vois ? Bah oui, bien sûr. Et ça, c'est tout le problème de la réconciliation. C'est de se dire, j'ai merdé. Et on en parlait tout à l'heure là, de cette espèce de rancune que tu peux garder vis-à-vis d'une autre personne, etc. et tout. Parce que tant qu'elle t'a pas dit qu'elle a merdé, tu peux pas accepter le truc. Et là aujourd'hui, ça part en couille. Parce que t'as créé des problèmes. Aujourd'hui, les mecs, ils viennent là et ça crée d'autres problèmes, etc. et tout. Mais viens, on se dit, j'ai créé des problèmes. Excuse-moi, qu'est-ce que je peux faire ? Là, c'est Dave Chappelle qui en parle dans son Special en disant que l'apartheid a été résolu comme ça. À partir du moment où ils se sont regardés en disant j'ai fait ça et toi t'as fait ça, et ils se sont parlé. Ouais. C'est pour ça qu'il y a encore ce problème en Algérie, tu vois, parce que viens. Et quand Macron a essayé de dire qu'ils ont fait des crimes contre l'humanité et que les gens se sont insurgés, mais non. C'est ouf, hein, c'est les mots font, c'est la sémantique, quoi. Bah, ouais. Oui, mais c'est comme l'école. C'est-à-dire que tu as des devoirs, c'est-à-dire apprendre des leçons, apprendre des trucs, etc. et tout. Mais viens, non, on fait pas de devoirs. Viens, on t'apprend juste
à réfléchir par toi-même. Ouais, c'est hyper progressiste comme façon de penser. Ouais, c'est sûr que ça marcherait. Enfin, moi, c'est une société que j'imagine bien, mais est-ce que tu crois que c'est réalisable, quoi? Parce qu'à un moment donné. Je pense que c'est réalisable si on se laisse le temps. Parce qu'aujourd'hui, on est en mode, viens, on impose les systèmes, tu vois. On impose des trucs. Viens, les profs, tu leur dis, il faut faire apprendre à lire comme ça, etc. et tout. Mais non. Moi, mon neveu, tu vois, à 2 piges, 3 piges, il savait lire. Ok. Parce qu'il était avec son grand frère, qui lui lisait des histoires, et il lui posait des questions de c'est quoi cette lettre, etc. et tout. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Faut laisser. Mais toi, tu te sens limité par le système dans lequel on est aujourd'hui? Évidemment que je suis limité. De quelle façon, comment ça s'exprime? Tu vois, juste avoir un crédit. Ouais, ok. Tu vois, je suis dans le système. Parce que, moi, pendant des années, je voulais pas être propriétaire. Je voulais. Tu vas dire que je suis un espèce de gauchiste, un narco, etc. et tout. Mais j'avais pas la volonté de me dire que là où je suis aujourd'hui, je vais le laisser à mes enfants. Tu vois, je vais le léguer. Et que mon enfant aura plus de chance que ce que j'ai eu, comme moi, la chance que j'ai eue, etc. et tout. Mais quand je vois mes parents et que je me rends compte qu'ils sont vraiment partis de rien, et aujourd'hui ils ont un peu, tu vois, je me dis, je peux aussi laisser un peu à quelqu'un. Ok, donc c'est cette volonté de laisser pour après qui te pousse peut-être à... C'est marrant, mais c'est vrai, c'est ça qui te drive aussi à un moment donné, quoi. Mais parce qu'à un moment, moi j'étais en mode, ouais, ok, moi mes parents ils ont rien eu, bien, moi j'ai rien, et mes enfants ils ont rien. Ils se débrouilleront, on s'est débrouillé, tu vois, on peut le faire. Mais et aujourd'hui, entre guillemets, je suis propriétaire parce que c'est une liberté de, c'est une sécurité. Ouais, c'est une sécurité, puis ça fait quand même chier. Enfin, moi je paye mon loyer, c'est quand même de l'argent qui part dans la nature chaque mois, quoi. Ouais, mais ça part mais après c'est ta vision de l'argent aussi. Oui, c'est vrai, la vision de l'argent, c'est intéressant. C'est vrai que je crois que c'est Guitry qui disait que l'argent ne devient que argent à partir du moment où tu le dépenses, et qu'avant c'est qu'une potentialité. C'est que une potentialité. Il faut accepter le fait en fait que l'argent c'est de l'énergie. C'est une façon qu'on a eu de chiffrer, de quantifier de l'énergie. T'as des mecs qui pendant 8 heures vont aller chercher des carottes pour avoir tant. Donc c'est cette énergie-là qui a cette valeur-là aujourd'hui, tu vois. Et il y a un problème dans cette société parce que aujourd'hui, ce transfert d'énergie, c'est de la médecine asiatique, tu vois. Ouais. Mais quand tu gangrènes les choses, quand tu les bloques quelque part, ça crée des cancers, ça crée des maladies, etc. Et tout. Et donc oui, accepte que ça circule. Surtout qu'on vénère l'argent aujourd'hui, c'est un peu, enfin pas nous, mais on est dans une société qui vénère. Non, mais c'est-à-dire que, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui l'argent permet à des gens qui ont des défauts et qui sont des mauvaises personnes de se légitimer en disant je suis multimillionnaire donc c'est pas moi la mauvaise personne, du coup je changerai pas. Et en fait l'argent légitimise aussi des mauvaises personnes et bloque un petit peu légitimise parce qu'il y a cette notion de domination en fait. Ouais. Tu lui dis toujours le mec il a mieux réussi que moi, il est millionnaire, bâtard. Mais mais en même temps, tu sais, genre là récemment j'ai eu cette réflexion, j'en ai parlé à un pote et je lui ai dit en vrai c'est pas souvent que ça m'arrive dans la tête cette idée-là, mais là récemment j'ai eu comme idée dans la tête je me suis demandé quand est-ce que j'allais gagner beaucoup de thunes, parce qu'en fait pas pour peser, mais pour juste, en fait pour moi avoir beaucoup de thunes c'est juste le moyen d'être le plus tranquille possible dans la société à laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que moi j'aspire à être le plus tranquille, moi je veux qu'on me laisse tranquille. Moi c'est pareil, moi c'est ça. Et je pense que sans argent aujourd'hui on te laisse pas tranquille, quoi. Genre quand t'es multimillionnaire, quand tu reçois le courrier, tu peux ne pas l'ouvrir pendant 2 mois. Oui. Tu sais ce que je veux dire? C'est agréable quand même. Mais tu sais, j'en parlais avec, il y a Ramsey qui est venu voir mon spectacle. Ok. Et il me disait voilà quoi, tu sais, là ça va bien chez Marc Prouat, tu vois. Ouais. Les deux là me prédisent en me disant, mais ils me disent, et il me fait, mais tu sais ce que te permet l'argent, c'est de pas avoir à compter. Et c'est un luxe de ouf. Ouais. Tu vois. Et c'est un luxe de ouf, mais en même temps,
Tu sais, moi, je me rends compte dans mon quotidien, tu sais, vu que je compte rien, que les gens qui me côtoient peuvent avoir tu sais, un espèce de complexe, tu vois. Tu sais, des fois, on me dit, ouais, ça a coûté combien? Mais je sais pas. Ok. Tu vois, moi, je l'ai vu, je l'ai pris. Ok. Et c'est un sujet très très vaste, hein, l'argent, mais c'est intéressant. Hein, mais c'est ça, en fait. C'est ça qui est dangereux avec l'argent. C'est que ça peut te rendre libre, mais tu peux être emprisonné. Ah, bah t'es emprisonné complètement, parce que tu peux ne penser qu'à ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont. Enfin, je suis persuadé qu'il y a des gens qui pensent négativement sur plein de choses parce qu'ils n'ont pas d'argent et que demain tu leur donnes de l'argent, ils pensent progrès, quoi. Hein. C'est sûr que c'est un truc. Mais bon, après, effectivement, c'est encore une fois. Parce que là, on dit par exemple le bitcoin. Je sais pas si tu as entendu parler du bitcoin. On dit le bitcoin, c'est le futur. Mais le bitcoin, moi, tout ce que je vois, c'est juste une autre nouvelle façon qui va être de faire de l'argent. Et pour l'instant, on dit que c'est le futur. Mais si ça devient la monnaie principale, bah après, on va créer de l'inflation. Et puis, on va créer les mêmes problèmes qu'avant. Et puis, en fait, on va juste créer une nouvelle monnaie qui crée des problèmes, quoi. Oui, mais c'est. Parce que, voilà, ce que toi, tu dis de faire de l'argent. Ouais. Mais la philosophie du bitcoin, c'est pas de faire de l'argent. Alors, vas-y, moi, je connais mal le bitcoin. Mais moi non plus, je connais mal. Okay. Mais quand je vois à peu près, quoi, je pense que ce que Satoshi a voulu faire, c'est de se dire que aujourd'hui, on va créer une monnaie qui sera indépendante et que chacun aura la possibilité de gérer cette monnaie-là, en fait. Tu vois, que c'est plus centralisé, la création de la monnaie. Ok. Est-ce que tu imagines là, les Africains, leur monnaie, elle est fabriquée en France. C'est vrai. C'est les Français qui vont décider qu'aujourd'hui, là, ton manioc, il va falloir 10 000, je dis des chiffres au hasard, 10 000 francs CFA, donc 28 heures de taf pour avoir ce manioc. Et du jour au lendemain, s'ils veulent, ils vont dire c'est 32 heures. Voilà, nique sa race. Et c'est toujours une question un peu naïve que j'ai qui revient souvent, c'est on sait tout ça. On le sait. Qui fait que ça bouge? Enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure de à qui on doit l'argent. Bah, je pourrais avoir la même question sur pourquoi on change. Du coup, on sait que c'est un problème, on sait que ça marche, enfin que ça fait chier tout le monde. Comment ça se fait que ça change pas? Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est ce qu'on revenait à la base du truc. L'humain est mauvais. Okay. Non, quand je te dis qu'il est mauvais, c'est qu'il est feignant. C'est que c'est plus facile, tu sais, d'être dans un système que d'en sortir, que de réfléchir à autre chose, tu vois. Je sais ce que tu veux dire. Et donc, avant pendant la colonisation, ils se servaient. Et donc, il y avait des revenus qui étaient etc. Et tout. Et pour gérer la décolonisation, De Gaulle a fait signer des trucs au pays en leur disant tiens, tu vas être le président, tu seras indépendant, etc. Mais en échange, il y aura tant de pourcents qui iront là, etc. Et tout, pour garder un espèce de statut, de niveau de vie. Je crois qu'on a rendu tout ça trop complexe. Enfin, tu vois, je pense que ça devient juste trop compliqué à tout gérer. En fait, je m'intéresse beaucoup en ce moment au moment où l'Empire romain a commencé à partir en couille, parce que je pense que c'est à peu près la même chose que l'Occident aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de parallèles à faire. Et ils expliquent que justement l'Empire romain il a commencé à partir en couille à partir du moment où il n'y avait plus trop d'identité de ce que c'était que d'être romain, alors qu'avant être citoyen romain c'était un truc de ouf. Et il a commencé à partir en couille quand on savait plus trop ce que ça veut dire. C'est un peu la même chose aujourd'hui avec l'Occident, on n'est plus trop, parce que j'essaye d'aborder sur scène, tu vois, la fierté d'être français, non, l'identité nationale, je sais pas ce que c'est, il n'y a pas ce côté, ils vont construire facticement des trucs. Mais tu sais, c'est parce que je sais que toi t'es un grand amateur de foot. Oui. Et tu vois que c'est paradoxal, en fait. C'est-à-dire que tu ne comprends pas c'est quoi être fier d'être français, mais tu t'es fier d'appartenir à ce groupe-là qui soutient cette équipe. Alors moi j'ai toujours dit que le sport était mon seul exutoire de patriotisme. C'est-à-dire que effectivement le foot, mais ça c'est parce que c'est la petite enfance, et là c'est Freud qui a tout analysé, mais moi tu sais j'avais 9 ans pour la France 98, et Zidane m'a baisé le cerveau. Voilà, c'est comme ça. Et du coup en fait j'ai ça avec le foot, mais enfin, si tu veux, genre quand il y a les parades militaires du 14 juillet, ça me fait pas ressentir grand chose, quoi. Je pense que ça ne fait pas ressentir grand chose à plein de gens. Mais alors, pourquoi on l'a fait? Parce que c'est une habitude. Et c'est ce que je te dis sur l'humain, comme quoi il est mauvais. Ouais. C'est qu'il veut pas accepter, en fait, de sortir de son quotidien, de son luxe, de ce statu quo, là, en fait. Il y a un statu quo. C'est vrai qu'il y a une espèce de statu quo là, qui est difficile à gérer.
Écoute, c'est vrai que bon on va pas résoudre tous les problèmes du monde, hein, mais effectivement, moi j'aimerais bien aussi qu'on parle quand même un peu plus de toi aussi, personnellement. Bah, parce attends, que... juste moi, je pense qu'on pourrait résoudre tous les problèmes du monde en se disant viens on fait reset. Ah, reset, ouais. Viens on fait reset. Ah mais reset, il y a beaucoup de... Ouais, reset, ça fait peur reset, hein. Ça fait Tu peur. sais, toi tu joues à des jeux vidéo, oui. tu vois ces jeux où tu sais pas si t'as sauvegardé ou pas, mais que tu fais reset. Ouais. Ça fait peur. Bah, ça fait peur et en même temps, c'est excitant. Parce que, tu vois, tu sais, quand tu fais reset sur ton premier Zelda, t'as passé des boss que t'as plus envie de... Que tu te dis, putain, heureusement que je l'avais battu, celui-là, ou heureusement que je suis allé chercher. Mais tu connais déjà le chemin, tu connais déjà le pattern, et tu sais déjà aussi les trucs qu'il faut plus refaire. Ouais, t'as raison. Donc, viens, on fait reset, et on apprend de nos erreurs. Voilà, point. Et moi, j'aimerais que l'ONU... parce que c'est une mascarade, l'ONU. Ils écoutent un café au Losset régulièrement. Je pense qu'ils font partie des 3 auditeurs. Voilà, exactement. Il y a les gens de l'ONU et toi. Vladimir, écoute Ça, Vlad. viens on fait reset. Ok. Et il dirait quoi l'ONU, tu crois? Ah non, il dit non. Bien sûr. Je sais pas, parce que peut-être qu'à mon... Ouais, non, ils disent non parce qu'il y a trop d'intérêt un peu partout, mais c'est vrai que Mais parce que les gens à qui on doit de l'argent, ils vont pas vouloir qu'on fasse reset. Mais c'est qui? Mais voilà, c'est ça le truc. Moi j'aimerais qu'il y en ait un qui dise parmi eux, viens, voilà, on fait reset. Viens, franchement, on a trop d'argent. On en a déjà trop là. Ça sert à rien. On fait reset, ouais, mais si on fait reset, après il y a aussi des... Enfin, parce que nous là on est en France, en Europe, etc. Après il y a... Enfin, faire reset en Russie, c'est pas... ou faire reset en Corée du Nord, c'est pas faire reset en France, tu vois ce que je veux dire? Genre, comment tu veux faire reset en Corée du Nord? Mais ils vont faire reset là. Ouais, en même temps, t'as raison. Voilà. Ils vont être imposés, ils vont avoir un reset imposé. On va reset. Mais Putain, c'est une grosse notion, ça. Ça t'exciterait de vivre le reset? ça m'exciterait de fou de faire le reset. Et je pense qu'on va le vivre, le reset. Tu crois qu'on va le vivre? On va le vivre. Putain. On va le vivre. Moi, c'est aussi une des raisons pourquoi je ne veux pas faire d'enfant aussi. Parce que je sais que, pour moi, on est la première génération là, à pouvoir vraiment voir la fin du monde. C'est vrai. Enfin, ça fait depuis l'alarme nucléaire, quoi. La dissuasion nucléaire a amené ça, ouais. Mais en même temps, il n'y a jamais eu aussi peu de guerres que depuis la dissuasion nucléaire, quoi. Oui, et je sais pas. Parce que depuis qu'on a la dissuasion nucléaire, aujourd'hui, on a... Il n'y a plus de guerre chez les Blancs. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et on peut comptabiliser. Parce qu'avant, tu savais pas, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça se battait partout, en fait, mais on savait pas. Oui, t'as raison. Non, mais c'est vrai. C'est comme les gens qui disent ouais, il y a de plus en plus de cancers. Qu'est-ce que t'en sais, bâtard? Non, c'est juste que les gens mourent avant. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Oui. Qu'est-ce que t'en sais? Oui. Non, mais ça, alors oui, il y a des débats débiles, mais effectivement, il y a ce côté. Effectivement, on peut voir la fin du monde. On est une génération qui peut imaginer la fin du monde, quoi. Ouais. Et pourtant, on est quand même. Alors, c'est vraiment parce que je pense qu'inconsciemment, on a tous ce truc-là de se dire putain, c'est vrai qu'on est une génération où on va peut-être. Enfin, plus on avance, plus on va connaître le reset à un moment donné, de toute façon, parce que c'est pas immuable ce qui est en train de se passer, on va le connaître. Mais que j'ai l'impression. Mais c'est peut-être même pas le reset, peut-être que ce sera le game over. Oh non. Non, mais. ok, peut-être. Oui. Mais quand on vit reset ou game over, on est dans une société où moi, en tout cas, j'en croise beaucoup, des gens qui sont dans une vie pas qui s'inventent, mais ils sont dans le. Ils recopient le schéma familial d'une vie qu'ils n'ont pas vraiment choisi, etc. Est-ce qu'avec cette sensation qu'on pourrait tous faire reset, est-ce que c'est pas le moment aussi de dire à tous les gens qui ont moins de temps d'années, parce qu'après c'est dur d'aller contre ce que tu as construit toute ta vie, mais de leur dire, bah écoutez les gars, on va peut-être faire reset bientôt, donc éclatez-vous quoi. Genre, n'allez pas prendre la ligne 1 en costard à 8h si vous êtes malheureux, n'allez pas faire semblant de, je sais pas, enfin, vivez le truc à 100%, et j'ai pas la clé, hein, parce que même moi je suis malheureux, enfin même moi, je suis malheureux souvent, ou des choses comme ça, mais ce côté de, quitte à connaître le reset, autant faire des choses quoi. Ben, je pense qu'en fait, on est déjà en mode reset, et que les gens sont tellement en mode survie, au lieu de vivre, que du coup, quand tu es dans la survie, tu es dans l'urgence. Et donc tu comprends pas qu'il faut prendre son temps. Tu peux prendre ton temps. Tu vois, il y a un proverbe africain qui dit Dieu a inventé le temps, les hommes blancs ont inventé la montre. Et juste ça. Ouais, c'est intéressant ça. Oui, viens, on prend le temps. Mais en tout cas, si on connaît le reset, moi j'ai peur quand même d'une période aussi où ça devient une mini. Enfin, tu vois, avant le renouveau positif,
il va y avoir une grosse période où ça va être chaud, quoi, peut-être. Bah oui. J'imagine pas un reset en mode on serre tous dans la main, allez, on reset, les gars. Ça va être Ken le survivant, bien sûr. Ça va être. Mais c'est. T'as un endroit en tête où te cacher si ça part en couille? Bah, je me cache pas. Je me cache pas. Si tu mets le bandeau et tu pars dans la rue. Non, je fais. Il y aura As, quoi. Il y aura As. Il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura des leaders, il y aura des dominants, des dominés, etc. et tout. Mais on va repartir de la base. C'est drôle, là, on est vraiment en train de parler de Problemos depuis le début, hein, quasiment. C'est drôle, hein. C'est ça qui fait yesh, en fait, sur ce film-là. C'est de me dire qu'on... Vous avez peut-être trop raison. C'est ça. Ouais. Quand vous vous êtes dit pendant le tournage avec Blanche, Eric et Monsieur Fresque, c'est que je connais mieux que les autres qui étaient là, mais j'imagine que vous avez des discussions, vous avez beaucoup de discussions. Est-ce que vous avez eu des discussions comme ça de se dire putain, on est en train de faire un film, annonciateur en fait? Bah en fait, nous pas pendant le tournage ni avant la prépa, mais peut-être après la sortie en fait. En fait, je pense qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ton message, tu peux le dire, peut-être qu'il ne sera pas entendu. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Mais avec le temps, ce film deviendra peut-être culte. Avec le temps, peut-être que des gens répéteront la chose et ouais, il va finir par être... ouais. Bah, il va devenir culte de toute façon parce que quoi qu'il arrive, il y a quand même entre Blanche, toi, Monsieur Fraise et moi qui est Eric Judor. Enfin, moi, Eric Judor, avec un pote, on a écrit un scénario de long il y a 3 ans où on s'est basé sur Eric Judor en vision pour écrire le personnage principal. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui fait des choses que j'aime beaucoup, avec Blanche en plus qui écrit, avec vous. Enfin, ça va devenir un film. Problemos, qui est une comédie d'ailleurs, que si vous avez pas vu, si les gens qui écoutent n'ont pas vu, ça doit être en VOD un peu partout. Louez-le parce que vraiment c'est un film où il y a une génération de stand-up à maturité, il y a un Eric Judor qui sait ce qu'il fait. Enfin, c'est un film hyper intéressant. C'est un film hyper intéressant et souvent drôle avec des répliques cultes. Et qui effectivement est peut-être en plus futuriste, quoi. On vient de... Non, mais je pense qu'il a vraiment survendu le film. Ne l'écoutez pas. C'est la vérité. Regardez-le, c'est notre Bible à tous. C'est notre nouvelle Bible à tous. Non. Mais oui. Mais okay. Non, mais après t'as raison sur peut-être, quoi, j'espère, sur une chose, c'est que Eric a réuni un cast. Ouais. Qui brillera dans les je crois, dans les 10 prochaines années, quoi. Et je suis fier d'en faire partie, tu vois. Ouais. Je suis vraiment fier d'en faire partie de cette histoire-là, tu vois. Mais on parlait justement peut-être du reset, etc. Genre on parle aussi de notre génération. Moi je pense aussi à un truc, c'est que ça fait 10 ans que tu fais ça, 10 ans que t'es passionné, et qu'à un moment donné ça porte ses fruits. C'est qu'aussi on est dans une société où beaucoup des gens de mon âge changent de domaine tous les 6 mois, tous les ans, disent en fait je fais pas la différence donc j'arrête, etc. Et en fait ils oublient aussi qu'une carrière, et ça on le sait d'après les anciens, parce que les anciens étaient plus comme ça et nous on jette plus vite, mais en fait tu masterises un domaine qu'après 10-15 ans à être passionné, à être à fond, à ne penser qu'à ça, enfin à faire, je veux dire t'as quand même beaucoup donné aussi à ce milieu, quoi, qui te le rend aujourd'hui, mais t'as beaucoup donné à ce milieu, quoi, au début. T'as accepté des périodes d'incertitude, t'as accepté des périodes où ça allait moins bien, t'as accepté... Enfin, genre, t'as eu des périodes de doute aussi. Ouais. Frère, quand t'es dans la rue, oui, bien sûr que tu... Non, mais tu vois, genre, quand t'as connu ce moment-là, tu te dis quoi à ce moment-là? T'as quand même eu la force à ce moment-là, t'as connu la rue et tu t'es dit, je continue, quoi. Oui, parce que tu continues, parce que t'as rien d'autre à faire, en fait. Parce que je savais que si je retournais chez mes parents, ou si je retournais à poser des CV, etc. et tout, je faisais un pas en arrière. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui le font, ce pas en arrière. Oui, ou même il y a beaucoup de gens qui se disent je vais pas faire ce pas en avant, en fait. Ouais. Et comme je te dis, c'est l'humain est feignant, il aime rester sur le statu quo, de se dire que viens, on peut rester comme ça, parce qu'on s'adapte, en fait. C'est pour ça que l'humain est fort, parce qu'il s'adapte à toutes les situations. Il est adaptable, c'est vrai qu'il est très adaptable. Mais moi, ce qui me passionne quand même, c'est ce moment. Par exemple, avec ton DUT d'informatique, ça m'a fait poser cette question-là qui va très bien dans ce qu'on est en train de dire. C'est comment toi, parce que moi, c'est un truc que j'ai souvent fait aussi, mais comment toi, t'exprimes le fait, comment tu passes de je vais faire ça, donc le DUT d'informatique un peu par défaut, après avoir fait l'étude de bio qui te passionnait moins encore, à
en fait, je veux pas faire ça. C'est un step que moi j'ai souvent fait, c'est-à-dire j'étais en CDI et puis en fait du jour au lendemain, après 3 mois de CDI, je me dis en fait je veux pas faire ça et j'arrête du jour au lendemain. Mais moi je suis pas là pour parler de moi. Toi, comment ça se passe ce processus de j'ai choisi d'aller dans cette voie à en fait non, et ça peut aller assez vite, mais t'assumes. Enfin tu vois ce côté où en fait non quoi, pas du tout. Faut que je fasse autre chose quoi. Ça fait peur, c'est du vide, c'est une nécessité. Est-ce que t'as eu cette sensation de nécessité de changer d'air en fait? Bah oui. Ouais. Bah, je pense que c'est pour ça aussi que je pense que tu as autant besoin d'avoir un micro dans la main. C'est que tu te rends compte en fait que c'est vital. D'avoir un micro tous les soirs dans la main, ouais, grave. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les bons et les légendes, c'est que ça devient vital. C'est que ça devient vital en fait. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Parce que oui, ça peut devenir vital parce que c'est un truc économique, tu vois, de te dire ouais, vas-y, il faut que je monte sur scène pour gagner du genre, pour faire les trucs, etc. et tout. Mais quand ça devient vital parce que t'as ce besoin autant de reconnaissance de l'autre, t'as ce besoin aussi de te dire qu'il y a des gens qui vont être d'accord avec toi, parce qu'on est des on est des handicapés sociaux. Vraiment. Parce que je pense que si autant, tu sais, one man show, ça veut dire, ouais, quoi, c'est un mec tout seul qui fait le show, mais c'est un mec tout seul. Ouais. Et c'est qu'on est des putains de solitaires. La solitude, c'est un sujet qui revient souvent assez naturellement dans le podcast. C'est vrai que c'est un truc à appréhender. Moi, j'en parle beaucoup en ce moment à mes potes proches et à mes darons. Faut aborder la solitude, quoi. Faut se dire, merde, effectivement, je vais peut-être être un peu seul. Il faut comprendre comment t'abordes ça, quoi. Sans devenir cinglé. Bah, sans devenir fou, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est. Je pense que les humains évolués, entre guillemets, tu sais, dans leur conscience, ont conscience qu'ils sont pas seuls. Ouais. Autant il y a des gens qui vont vers la foi, qui vont vers le puissant, qui vont vers la création d'une clique, d'une bande, d'un noyau dur de leur famille, etc. et tout. Et autant il y a d'autres gens qui se disent je suis pas seul parce que j'ai une autre personne dans ma tête qui me souffle des trucs et j'ai passé trop de temps à pas l'écouter en fait. Ouais. Faut écouter la personne, ouais, c'est intéressant. Mais des fois, il faut pas l'écouter aussi. Ouais, il faut faire attention. Il a des idées cheloues parfois, ce mec-là. Ouais, il a des idées très cheloues. Mais s'écouter. Et au moment où tu te dis au moment où tu es dans la rue et que tu dis je vais quand même continuer ça, tu t'es écouté. Je me suis écouté quand même la partie de toi que rationnellement 90% des gens n'auraient pas écouté en disant non, va poser des CV, mais toi t'as décidé d'écouter cette petite voix qui t'a dit continue quoi. Parce que cette petite voix, tu sais, je l'ai fait taire pendant 20 piges. Ouais. Tu vois. Ouais, trop longtemps. Et ouais. Parce que pareil, à un moment donné, tu pars aussi en Asie du Sud-Est faire un road trip et ça a marqué, je sais plus, je crois que c'est dans le podcast avec Seb où tu dis avec Seb Marx où tu dis à un moment donné je vais partir et il y a Kian qui vient me voir et qui me dit mais tu commences à avoir une carrière ici, etc. Et toi tu lui réponds à ce moment-là quelle carrière genre quelle carrière, de quoi tu parles, et tu pars. Pareil, ce road trip en Asie, ça a été un moment parce que j'ai l'impression que chaque stand-upper a eu une période plus ou moins longue d'arrêt. Tu vois, il y a eu Blanche, il y a eu toi, enfin des gens qui ont dit ok là en fait je pars 3 mois, je pars 6 mois, je pars 1 an. Dave Chappelle. Dave Chappelle 10 ans. Mais il y a Louis là, il est obligé. Louis, on lui a imposé un arrêt forcé au stand. Oui. Pour recharger ses couilles. Je peux plus éjaculer là. Attendez 2 heures. Là, c'est très très chaud pour lui. Mais enfin, c'est chaud ce qui lui arrive. Non, c'est vrai que c'est chaud. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit en ce moment. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Et Louis C.K. de toute façon, il s'est mis dans un truc chelou. Mais toi, donc, du coup, bon bref, on parlait du fait de faire un arrêt forcé. Toi, tu pars en Asie du Sud-Est. Et est-ce que ce road trip, quand t'es revenu, tu reviens différemment ou tu reviens avec Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre quand tu reviens, t'es encore plus décidé de faire du stand-up ou il a fallu réapprendre? Non, je suis encore plus décidé à faire du stand-up. Ouais. Mais je pense pas que ce soit un arrêt forcé. Je pense que c'est un moment dans ta life où t'as besoin de te retrouver et de te trouver, en fait. Et je pense que oui, quoi, il faudrait rendre obligatoire autant l'impro que cette année-là. Voyager seul un petit peu et se retrouver. De se dire, voilà, frère, pendant 18 ans,
t'as été dans un système, t'as été dans un truc, etc. et tout. Viens, on te met ailleurs et vois comment tu réagis. Ouais. Et moi, j'aimerais qu'on fasse ça. Parce que putain, les Français, qu'est-ce qu'on est. On est mal vus partout dans le monde. Et on sait pas parler d'autres langues. Et viens, on envoie les gens ailleurs. Ouais, Tous. c'est drôle. Parce que en plus, tu parles de les 20 premières années de ta vie, etc. Enfin, t'as aussi un truc très parallèle à Jason Brokers qui est venu la semaine dernière. Et moi, à plus faible échelle, c'est que tu as grandi déjà dans un tout petit village où, avec le parallèle à Jason Brokers, je t'ai entendu dire dans le podcast avec Seb Marx que tu étais le seul Asiate de ton village, comme Jason était le seul rebeu de son village. Un village, on était 20 000 quand même. Ah, vous étiez 20 000 vous. Ouais. Ok, donc Ouais. déjà, mais Ouais. et que du coup, effectivement, il y a ce côté aussi. Enfin, comme j'ai dit au tout début, tu vois, tes parents qui te disaient fais comme, observe et fais comme eux, mais qu'en même temps, et c'était très drôle quand tu le racontes, mais je sais plus où est-ce que tu le racontes, mais qu'en même temps, il y avait un système de karaoké chez toi plus cher que n'importe quoi pour pouvoir. Enfin, il y avait un côté fait comme eux, mais prendre notre culture, mais en même temps machin, et peut-être que aussi, ce voyage, c'est aussi le moment où tu dis, attends, qui je suis complètement, en fait, tu vois, genre, je suis seul. J'ai l'héritage de mes parents, j'ai de là d'où je viens. Tu dis être français à l'étranger, c'est mal vu, etc. Mais en même temps, t'as des. Et du coup, en fait, c'est ce moment quand t'es tout seul où tu crées. Enfin, tu fais monter la mayonnaise de tous les. En fait, on te met tous les ingrédients et le moment seul, c'est le moment où tu fais monter le truc, quoi. C'est. Tu sais, c'est ce que tu parles de ça, mais c'est exactement ce qui se passe aussi. Tu sais, juste dans la vie en commun, en fait, dans l'école. C'est-à-dire que tu sais, t'as cette vie-là que t'as chez Watt. Et tu as cette vie que tu as à l'école avec les autres. Et tu vois que les autres, ils n'ont pas la même vie que Watt. Tu vois, c'est quand tu te rends compte aussi que, putain, lui, il a 2 goûters. Quoi, les 2 goûters? C'est vrai. Ouais. Ou, ouais, quoi. Moi, je rentre chez moi, il n'y a pas de goûter. Moi, je rentre chez moi, il n'y a pas mes parents. Moi, tu sais, quand j'étais en primaire et que je voyais des enfants rechigner d'aller chez leurs grands-parents. C'est ouf, hein. J'avais une espèce de jeu rat de me dire putain, t'as des grands-parents, frère, t'as des grands-parents, tu te rends pas compte. Et c'est parce que voilà, c'est ça le truc en fait, c'est que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont déjà en fait, autant autour d'eux que à l'intérieur d'eux. Mais c'est au moment où ils vont se rendre compte qu'ils vont vouloir refuser le reset et en fait c'est peut-être non, qu'ils vont vouloir l'accepter le reset, parce que quand tu quand tu rends compte que t'as du monde autour de toi et tout, après tu peux te dire ok, viens, on se met à égalité. Ok. Viens. Ouais, c'est intéressant. Je sais pas à quel point c'est possible, mais en tout cas, il y a un truc quoi. Bah, tu sais, c'est. Toi aussi, t'avais des frères et sœurs. Ouais. Oui, j'ai des frères et sœurs. Donc ça compte aussi. Enfin, moi, j'ai 2 frères aussi. C'est un truc. Ça te crée déjà un noyau dur qui est déjà important. Ta famille, quoi. Et je pense que aussi il y avait un côté marrant parce que tu dis que t'étais dans une fratrie de gens entre guillemets, tu te sentais ordinaire au milieu d'une fratrie extraordinaire entre guillemets. Ouais. Et est-ce que le fait de vivre dans cette fratrie là t'a aussi poussé à avoir le parcours que t'as eu, genre à te dire il faut que je trouve un truc? Ben évidemment, parce que quand t'es dans une fratrie, tu cherches l'identité en fait. Tu cherches. Est-ce que je suis seulement le petit frère? Est-ce que je suis t'es le cadet? Moi je suis au milieu. T'es au milieu. Je suis mais c'est ça le truc aussi, c'est que il y avait cette quête d'identité là, j'ai un grand frère, une grande sœur, un petit frère, une petite sœur. Okay. Donc je suis vraiment au milieu, je suis tout et rien en même temps. Tu vois. Et parce qu'il n'y a pas de mots pour ça. T'as le cadet, t'as l'aîné, non. Ouais, c'est vrai. Et donc oui quoi, mais c'est la quête de tous en fait, de chercher une identité, de chercher une reconnaissance, de se dire que tu appartiens à un groupe. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut revenir à la base de l'humain. L'humain est un animal. Et il faut vraiment comprendre. On y revient souvent à ça. Ouais. L'humain, c'est ce que tu entends bien souvent. L'humain est un animal. Ouais. Un animal. Mais après, pour moi, tu deviens. Enfin, le fait qu'on ait conscience de ce qu'on est nous rend autrement qu'un animal quand même. Mais à quel moment tu dis que les animaux n'ont pas conscience de ce qu'ils sont, mais qu'ils ont accepté en fait de se dire que, tu vois, comme dans le Roi Lion, Mufasa, il explique que il y a un cercle de la vie. Les animaux savent
qu'ils doivent se faire manger, qu'ils font partie du truc, parce qu'ils savent qu'ils font partie de ce système-là, en fait. Putain, c'est philosopher sur le Roi Lion, c'est fort. et on va analyser Hakuna Matata juste après, mais en vrai, la vérité, c'est que j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Enfin, tu vois, pour moi, c'est Jim Jeffries qui le dit dans un spécial, c'est... Enfin, tu vois, il y a, je crois que c'est Pascal, Descartes ou Pascal qui a dit « je pense donc je suis Ouais. » et tout le reste n'est qu'interprétation. Genre, la seule vérité, c'est « je pense donc je suis ». Mais je pense que ça, c'est une vérité, mais je pense que ça, c'est une vérité qui nous fait accéder quand même... Enfin, malheureusement, après, on peut être en désaccord là-dessus, mais je pense pas que les animaux, ils aient conscience qu'ils sont, entre guillemets, tu vois, genre, pas comme... Enfin, ils ont pas conscience qu'ils vont mourir, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est... Est-ce que t'en es sûr? Non. C'est chiant que tu mettes le doute là-dessus, d'ailleurs. Oui. Non, c'est vrai. Toi, ok, tu penses que les animaux... Ouais, c'est intéressant. C'est vrai. C'est potentiel pour moi, en vrai. T'es végétarien, d'ailleurs? Non. Ok. Ah, tu le sais, mais... Mais non, parce qu'ils ont accepté. Ils ont accepté. Ils ont accepté qu'aujourd'hui, l'écosystème, il a été créé. On est en train de façonner l'écosystème, la chaîne alimentaire, etc. et tout, et que l'homme mange tout. C'est toi qui avais dit, je crois, ou un peut-être toi, Dieu. Ah oui, Richard Sanzéphir, ouais. Si Dieu a voulu qu'on mange pas des animaux, il ne aura pas fait en viande. C'est une vraie punchline, ça. C'est une vraie punchline, c'est vrai qu'ils sont faits en viande, les animaux. Ouais. C'est vrai. Écoute, ouais, non, c'est... Je sais pas trop où aller parce qu'en fait, on est parti dans tous les sens, c'était hyper agréable et du coup, là, on est sur potentiellement une dernière discussion. Il n'y a même pas les sujets que tu as voulu aborder. Non, en fait, non, on a trop parlé tranquillement. Si, moi, j'ai un sujet que j'aime bien aborder quand même, enfin, en plus, pour parler peut-être un petit peu plus, mais en gros moi il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le quotidien d'une personne qui fait du stand-up et surtout le quotidien de quelqu'un comme toi là, qui a la carrière que tu as en ce moment, c'est à dire que c'est fait de plein de projets hyper intenses d'un coup et après des périodes où il y a moins de choses. Comment tu gères tu vois, les gens généralement ils gèrent leur vie en mode c'est 5 jours de travail, un week-end, 5 jours de travail, un week-end, 2 semaines de vacances, on reprend. Comment tu vis les périodes d'accalmie, les périodes où il y a beaucoup de boulot? Alors en fait je sais pas si je suis un modèle ou basique du queutru, mais c'est aussi ma philosophie de vie en fait, c'est impose ton rythme. Impose ton rythme. C'est-à-dire que les gens croient qu'ils sont submergés par les projets, les gens croient qu'il se passe rien, mais c'est parce que tu veux qu'il se passe rien ou tu veux faire tous ces projets, etc. et tout. Alors que viens, impose ton rythme. C'est ton rythme de vie. On en revient à la base du proverbe africain. C'est Dieu a créé le temps. Viens, on s'en bat les couilles de la montre. Ouais. On s'en bat les couilles de la montre. Impose ton rythme. Donc, tu vois, quand j'ai des potes qui me disent ouais, il se passe rien pour moi en ce moment, il fait des trucs. Mais fais. C'est pour ça que, tu sais, quand tu parles de Descartes qui dit je pense donc je suis. Non, fais et tu seras. Ouais, ok. Ouais. Et je te dis pas ça parce que je travaille pour Nike et que je suis un Chinois. Mais je trouve une femme. mais ouais. Ouais, non, je fais donc je suis. C'est très intéressant. Mais c'est ce qui restera en fait. C'est ce qui restera. Tu penses à ce qui restera de toi ou pas? Tu penses à ça ou pas? Ouais. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte en fait qu'il restera toujours quelque chose. Tu vois, tu sais, j'ai écouté avec Jason, etc. et tout, que vous parliez de foi et d'athéisme, etc. et tout. Et moi, je suis sur l'énergie, les vibrations. Et je pense que oui, quoi. La matière visible et la matière invisible, elle est là, en fait. Donc, ce qui restera, c'est ce qu'il y a là, déjà. Mais dans une autre sorte de vibration, dans une autre sorte de matière qu'on ne peut pas capter, en fait. Et donc, oui. Aller vers l'énergie, ça a été un truc qui a été naturel chez toi, ou tu as lu des choses qui t'ont fait aller vers l'énergie? Enfin, je veux dire, tu as eu des gens ou des bouquins qui t'ont fait aller vers là, ou c'est ton expérience personnelle qui t'a amené vers là tout seul? Alors, autant il y a le prédéterminisme du bouddhisme, et donc de cette réincarnation-là, et après c'est une autre définition du terme âme. Ok.
Tu vois, je suis dans le vintage. Parce que je me dis que chaque objet, chaque être a déjà vécu et qu'il faut apprendre de leur précédente vie, etc. Je suis peut-être une vieille âme, je suis peut-être une jeune âme, je sais pas. Mais et c'est pour ça que quand je te parle de reset et de se dire que en recommençant tout à zéro, on va apprendre de ces trucs-là et faire un truc meilleur, ben j'espère que toute cette terre-là, cette humanité-là, sera une humanité vintage et qu'on a encore plein de choses à vivre. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui nous prouve qu'avant les dinosaures, il n'y avait pas déjà une autre civilisation ? Ah bah on l'a peut-être pas encore trouvé, oui, c'est sûr. Ouais. Enfin, ouais, après ils sont en train d'affiner de plus en plus, enfin je sais pas. Enfin ça c'est une vraie réalité de toute façon, c'est que le christianisme a niqué le game en zéro, etc. Et en fait ils se sont fait niquer par un truc, eux ils s'y attendaient pas, mais ils ont créé un nouveau grand paradigme, c'est la science moderne, entre guillemets. Et en fait, la science, elle vient avec ses certitudes, mais aussi ses défauts. C'est le côté, on impose, un peu à la manière du christianisme, on vous impose ce qu'on doit penser parce qu'on a des preuves, etc. En même temps, ça a l'air plus logique que le christianisme, donc tu as tendance à y croire. Et en même temps, tu as envie de leur dire, effectivement, qui te dit que. Et c'est ça, en fait. La remise en question de tout ce que. Bah, la science, c'est une espèce de nouvelle religion, mais qu'il faut aussi tout le temps remettre en doute. Quoi. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr. Pendant des années, on a cru que la Terre... Mais c'est pour ça que moi là, en ce moment, je suis en train de regarder les vidéos des mecs qui... Je pense que la Terre est plate. Ouais, c'est tellement marrant. C'est ouf, hein. C'est tellement marrant. C'est ouf, ces gens. Ils sont incroyables. Hein. Mais de fou. Le mec qui prend une assiette et qui verse de l'eau comme ça. et quand disant que ça coule. C'est ouf. Hein. Et tout. Si c'était rond, ça resterait en l'air. Mais nique ta race. C'est fou, ça. Comment t'expliques qu'il y a encore qu'on peut être régressif quand même à ce point-là, par contre? Mais c'est pas une question d'être régressif, en fait. Je pensais qu'elle est plate là. Enfin, je veux dire, là quand même, là c'est comme. Enfin bon, ok, vas-y, pardon. Non, c'est comme quoi l'humain est feignant. T'as pas envie d'accepter qu'il existe autre chose que ce qu'on t'a déjà éduqué. Ouais. Ou des fois même, t'as pas envie d'accepter que ce que tu penses, c'est faux. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Ça, les complotistes, etc. et tout. Mais c'est ça qui me fait marrer avec les complotistes. C'est qu'ils disent tellement de conneries qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui va schéma. Bah oui, c'est ce que disait Dave Chappelle, c'est exactement ça. Mais c'est des complotistes, mais c'est les scientifiques aussi. Tu vois, c'est ceux qui font ils testent tellement de trucs qu'au bout d'un moment, ben ouais, il y a un truc qui va s'avérer peut-être vrai, tu vois. Et viens, on dit que tout est possible. D'ailleurs, c'est marrant qu'on parle de reset et qu'on n'ait pas abordé une seule fois et le fait que tout soit possible. Les jeux vidéo, il y a de ça, ouais, on pourrait. Mais non, sur l'intelligence artificielle surtout, en fait, c'est peut-être ça aussi. On n'en a pas parlé du tout. Mais en vrai, dans le fameux reset dont on parle, il y a aussi ce côté. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grande omerta autour de ce sujet où on en parle en disant ah oui, on nous dit qu'on va peut-être mourir dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans, on sait pas, et on fait semblant qu'il n'y a rien qui se passe, mais en vrai le grand reset il vient peut-être de là aussi. On est en train de créer des gens, enfin des entités plus intelligentes que nous, plus résistantes que nous, plus fortes que nous, quoi. On est en train de les créer nous-mêmes. Oui. Bah ouais, James Cameron. Hein. James Cameron, il savait ça. Skynet. Hein. Et tu vois, tu sais, ce grand emplacement, ce qui est en train d'arriver là avec l'intelligence artificielle, ça revient juste à la base de l'homme. Tu sais, je suis en train de créer mon nouveau spectacle, mais l'homme est feignant. L'homme est feignant. Et donc, du coup, il arrivait à un point où il est tellement feignant qu'il n'a plus envie de réfléchir. Et donc, du coup, il crée des machines qui réfléchissent à sa place, etc. Et tout. Et c'est bien, parce qu'il va arriver à un moment où, comme dans Matrix, on n'aura pas le choix. Ça sera fini. Okay. Ça sera fini. Mais ça sera une autre forme de vie, entre guillemets. Ouais. Une autre forme de conscience. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, du coup, pour peut-être conclure tout ça et pour aborder le tout dernier sujet, c'est au milieu de tout ce qu'on a dit, avec ce... Enfin, c'est quoi la clé pour toi d'une vie, entre guillemets, aussi ? Parce qu'en soi... On ne pourra pas enlever non plus le fait qu'on a en moyenne 83 ans en habitant en France de vie sur cette terre et dans ce monde-là, et après il se passera ce qui se passera.
comment faire pour vivre ces 83 ans de la plus sereine possible, sachant qu'il y a tout ce qu'on vient de parler. Quand même, ça a été très dense comme épisode. on a parlé de pas mal de choses. Et comment, à ce moment-là, toi, même pour toi, juste très personnellement, je te donne pas de donner la clé à l'humanité entière de comment faire, mais comment t'imagines, toi, vivre ta vie en sachant tout ce qui est en train de se passer, en connaissant toutes ces inégalités, en sachant qu'il y a peut-être une évolution qui va être forte d'un coup, en sachant qu'il y a peut-être un reset qui va arriver. Comment tu comptes avancer dans tout ce brouhaha, tu vois ce que je veux dire? Parce que le temps il existe quand même s'il n'y a plus la montre, et qu'il faut quand même traverser ce temps-là. C'est de se dire en fait que la mort n'est pas une finalité. Ok. Peut-être que ces 83 ans-là, ça sera qu'une seule seconde dans ta vraie vie d'âme. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je croyais que tu allais me parler d'amour aussi, ce côté d'aimer fort pendant que tu es là, quoi, aussi. Peut-être, non, t'en parles souvent, enfin, tu finis par ça, ton spectacle. Mais, je dis d'aimer fort pendant qu'on est là, parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, aimer, c'est prendre tout ce qu'il y a, en fait, et d'accepter tout parler, ça. c'est donner, aimer, c'est intéressant, ouais. Et viens, on s'aime, mais on s'aime longtemps. On s'aime longtemps. C'est dur d'aimer longtemps. Mais c'est tellement facile de dire je t'aime. Oui. Dire le mot, c'est. Ou je t'aimerai toujours. C'est le faire qui est compliqué. Qui est très très compliqué. Et t'arrives à vivre selon ce précepte-là ? J'arrive à le faire de temps en temps. Mais déjà, c'est très compliqué déjà de m'aimer moi-même. Ok. Donc la clé pour quand même, c'est d'accepter et de se dire que peut-être que la mort n'est pas une finalité et que finalement, le temps qu'on a là, il faut en profiter pour faire le maximum de choses positives, quoi. Ouais, mais là, on est en train de respirer. Vous êtes en train d'écouter un podcast sur le yoga. radio hippie. Bienvenue sur Radio Hippie. Tout va bien se passer. Connection. Non, aujourd'hui, mon invité est Raël. En vrai, ça fait 10 minutes qu'on est un peu positif, mais heureusement parce qu'on a quand même beaucoup dit que l'être humain était mauvais et on a beaucoup dit que c'était la merde quand même. Donc ça fait du bien aussi. Oui, mais c'est positif. C'est très positif de pointer ce qui va pas. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, du coup c'est un épisode très positif en fait. C'est peut-être l'épisode le plus positif qu'on ait eu. Exactement, c'est un épisode Calcida. Il est zéro positif de ouf. Ok. Bon écoute, merci beaucoup, hein. On va essayer de sortir ça samedi, quoi. Merci d'être passé, hein, ça fait plaisir. Comme le sida, écoutez ce podcast sans vous protéger et transmettez-le. Partagez ça. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.